Le champagne pétillait encore dans les verres quand Adrien m'a attrapé par le poignet, ses yeux verts brillants d'une urgence que je n'avais jamais vue chez lui. « Alexis, il faut que tu saches. » Avant que ce soit trop tard, a-t-il murmuré, sa voix tremblante comme une feuille d'automne sous la pluie parisienne. Et là, au milieu des rires forcés et des robes de soie, il m'a avoué l'impensable, il m'aimait depuis des années, et ce mariage n'était qu'un mensonge pour plaire à sa famille. Paris, cette ville des amours impossibles, m'avait toujours semblé un refuge. J'étais Alexis, 28 ans, un graphiste freelance aux cheveux châtains en bataille et aux yeux bleus qui trahissaient trop souvent mes secrets. Originaire de Lyon, j'avais fui la province pour les rues pavées du Marais, là où les cafés sentent le croissant chaud et où les regards complices se croisent sans un mot. Mais ce jour-là, en juin 2025, je me retrouvais piégé dans un mariage qui n'était pas le mien. Invité par ma meilleure amie d'enfance, Camille, qui épousait mon vieux camarade Adrien, je me sentais comme un intrus. Seul gay dans une assemblée de hétéros conventionnels, j'avais passé la matinée à esquiver les questions indiscrètes de tante en tailleur pastel, et toi, Alexis, pas encore de petit ami? J'avais souri, haussé les épaules, en sirotant un kir trop sucré pour masquer mon malaise. Le château de Fontainebleau, avec ses jardins impeccables et ses fontaines murmurantes, respirait l'élégance française. Les invités, une centaine de personnes triées sur le volet avocats parisiens, banquiers de Neuilly, et la famille d'Adrien, ces bourgeois lyonnais aux manières guindées, formaient un tableau idyllique. Camille, radieuse dans sa robe en dentelle, virevoltée comme une héroïne de film de Romer. Adrien, lui, était le prince charmant, grand, athlétique, avec ce sourire carnassier qui avait fait chavirer plus d'un cœur au lycée. Nous avions grandi ensemble, Adrien, Camille et moi, dans les ruelles étroites de la vieille Lyon. Des copains inséparables, jusqu'à ce que la vie nous sépare. Adrien avait plongé dans le monde des affaires, Camille dans l'enseignement, et moi. Moi, j'avais assumé mon homosexualité à 20 ans, après une rupture déchirante qui m'avait laissé des cicatrices invisibles. Les vœux avaient été prononcés sous un ciel azur, avec des applaudissements polis et des larmes discrètes. J'avais applaudi moi aussi, mais mon cœur battait la chamade. Adrien m'avait jeté un regard, un de ces regards qui durent une seconde de trop, chargé d'un poids que je refusais de décrypter. Et puis, pendant le cocktail, il m'avait emmené à l'écart, derrière une haie de rosiers en fleurs. Ces mots avaient jailli comme un torrent, « Alexis, je ne peux plus faire semblant. Camille. Elle est parfaite, mais ce n'est pas elle que j'aime. C'est toi. » Depuis le jour où on s'est embrassé en cachette, à 16 ans, lors de cette fête au bord de la Saône. Mon sang s'était figé. Ce baiser, un secret enfoui sous des années de déni, refaisait surface comme un fantôme. Je l'avais repoussé doucement, le cœur en vrac. « Adrien, tu te maries dans 1 heure. C'est de la folie. » Mais il avait insisté, ses mains tremblantes sur mes épaules, son souffle chaud contre mon oreille. « Viens avec moi ce soir, après la fête. On fuit tout ça. On recommence à zéro, comme on en rêvait adolescent. » Les souvenirs m'assaillaient, ces nuits passées à chuchoter nos peurs dans le grenier de sa maison familiale, nos corps maladroits se frôlant dans l'obscurité. Adrien avait toujours été bisexuel, ou du moins c'est ce qu'il prétendait pour se justifier. Mais moi, j'étais gai pur et dur, et ce aveu tombait comme une sentence. La réception battait son plein. Les serveurs en smoking glissaient entre les tables chargées de foie gras et de champagne Dom Pérignon. Une fanfare de jazz jouait La Vie en rose, et les invités dansaient sous les guirlandes lumineuses. Je m'étais isolé près d'une fontaine, les doigts crispés sur un verre vide, quand Camille m'avait trouvé. « Alexis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'un fantôme. » Sa voix était douce, inquiète. Je l'avais serré dans mes bras, luttant contre les larmes. Comment lui dire que son futur mari venait de me déclarer sa flamme éternelle? Au lieu de ça, j'avais bredouillé une excuse sur le stress du voyage. Elle avait ri, m'avait traîné sur la piste de danse, et pendant un instant, j'avais oublié. Mais Adrien n'avait pas oublié. Pendant le dîner, assis à la table d'honneur, nos regards se croisaient comme des épées. Il toquait son verre contre le mien, un geste anodin pour les autres, mais pour moi, c'était un appel au secours. La famille d'Adrien, ces piliers de la bonne société lyonnaise, trônait fièrement. Son père, un notaire à la retraite aux moustaches impeccables, levait des toasts à la continuité de la lignée. Sa mère, élégante dans son chignon pearl, jetait des œillades approbatrices à Camille. Ils ignoraient tout du tourbillon qui se tramait sous la surface. La nuit avançait, et l'alcool coulait à flots. Les invités se déliaient,
oncle en cravate desserrée contant des anecdotes grivoises, cousine en talons aiguilles flirtant avec les photographes. J'avais bu juste assez pour que le monde tangue, pas assez pour oublier. Vers minuit, Adrien m'avait glissé un mot dans la poche, rendez-vous au pavillon du jardin. 1 heure s'il te plaît. Mon pouce était accéléré. Était-ce de la tentation ou de la pitié? Je m'étais éclipsé, prétextant un appel urgent, et j'avais marché à travers les allées sombres, l'air chargé de jasmin et de mystère. Le pavillon était une petite gloriette en pierre, éclairée par des lanternes vacillantes. Adrien m'y attendait, la chemise ouverte sur son torse allé, une bouteille de cognac à la main. Je ne peux pas y aller, Alexis. Pas comme ça. Sa voix se brisait. Il s'était approché, et avant que je puisse protester, ses lèvres avaient trouvé les miennes. Un baiser fiévreux, désespéré, qui goûtait le sel des larmes et le sucre du mensonge. Mes mains avaient glissé dans ses cheveux, et pendant un instant, le monde s'était effacé. Nous étions à nouveau ces garçons de 16 ans, libres et invincibles. Mais la réalité avait frappé comme un coup de tonnerre. Des pas dans l'allée. Camille, alertée par mon absence prolongée, avait surgi, son voile de mariée flottant comme un drapeau de reddition. Adrien? Alexis? Sa voix était un murmure incrédule. Nous nous étions séparés, haletants, mais il était trop tard. Elle avait tout vu, le baiser, les regards, l'intimité qui n'appartenait qu'à nous. Le scandale avait éclaté là, sous les étoiles indifférentes de Fontainebleau. Camille n'avait pas crié. Pas tout de suite. Elle s'était effondrée sur un banc, les mains pressées contre sa bouche, des sanglots silencieux secouant ses épaules. Combien de temps? Depuis quand, avait-elle demandé, sa voix un fil de voix brisée. Adrien, blême, avait balbutié des excuses, des promesses de thérapie, de fuite commune. Mais moi, je m'étais tu, le cœur déchiré entre la culpabilité et une étrange libération. J'avais fui le pavillon, traversant les jardins en courant, les échos des rires lointains me poursuivant comme des fantômes moqueurs. Le lendemain matin, Paris s'était réveillé sous une pluie fine, comme si le ciel pleurait pour nous. J'avais regagné mon petit appartement du Marais, un 2 pièces aux murs couverts de croquis inachevés et de photos jaunies de nos jeunesses. Mon téléphone explosait de messages, Camille en larmes, exigeant des explications, Adrien suppliant un appel, des oncles furieux menaçant de me rayer de la famille. Le scandale s'était propagé comme une traînée de poudre. Les ragots lyonnais, ces vipères bienveillantes, avaient déjà titré dans les groupes WhatsApp « Le mariage du siècle avorté par un triangle gay ». La presse people, toujours à l'affût, avait flairé l'odeur du sang. Un article dans le Figaro magazine, discret mais vénéneux, scandale à Fontainebleau, le marié et son témoin dans une liaison secrète. J'avais coupé mon téléphone, m'étais enfermé avec une bouteille de vin rouge et des souvenirs qui me hantaient. Adrien et moi, c'était une histoire ancienne, tissée de non-dits et de regrets. À 17 ans, après notre premier baiser volé, il avait reculé, terrifié par les ombres de son éducation catholique. C'est une phase, Alexis. On est des potes, c'est tout. Il avait commencé à sortir avec des filles, Camille en tête, pour enterrer ce qu'il appelait son dérèglement. Moi, j'avais lutté seul, dans les bars gays de Lyon, cherchant en vain un amour qui comble le vide qu'il avait laissé. Des jours avaient passé en un brouillard. Camille m'avait contacté via un ami commun, elle voulait me voir. Rendez-vous dans un café anonyme de la butte Montmartre, loin des regards curieux. Elle était là, les yeux cernés, mais avec une dignité qui m'avait coupé le souffle. Je ne te hais pas, Alexis. Pas vraiment. C'était écrit, je suppose. Nous avions pleuré ensemble, des larmes de deuil pour un avenir volé. Elle m'avait raconté comment Adrien l'avait demandé en mariage lors d'un voyage à Rome, à genoux devant le Colisée, mais avec une hésitation dans la voix qu'elle avait ignorée. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un d'autre. Juste. Pas que c'était toi. Adrien, lui, avait sombré. Il m'avait appelé depuis un numéro inconnu, sa voix rauque d'alcool et de désespoir. J'ai tout perdu, Alexis. Ma famille me renie, Camille a porté plainte pour annulation, et je ne sais plus qui je suis. J'avais raccroché, mais le soir même, il était à ma porte, trempé par l'averse, un sac à dos sur l'épaule. Laisse-moi entrer. Juste une nuit. Contre toute raison, je l'avais fait. Nous avions parlé jusqu'à l'aube, pelotonnés sur mon canapé usé, nos corps se frôlant sans oser plus. Il avait confessé ses luttes, les thérapies de conversion forcées par ses parents à 18 ans,
les nuits blanches à se haïr pour ses désirs, le mariage comme un bouclier contre le monde. Ce fut le début d'une danse périlleuse. Adrien s'était installé chez moi, prétextant un séjour de réflexion. Paris, avec sa magie impitoyable, nous enveloppait dans une bulle fragile. Nous marchions le long de la Seine au crépuscule, main dans la main sous les ponts éclairés, évitant les zones trop touristiques où les paparazzis rôdaient. Les premiers temps, c'était tendre, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés, des rires étouffés devant des films de Truffaut, des caresses hésitantes qui rallumaient des feux anciens. « Je t'aime, Alexis. » Vraiment, cette fois, murmurait-il contre ma peau. Et je le croyais, ou du moins je voulais y croire. Mon cœur, ce traître, s'ouvrait à nouveau, malgré les cicatrices. Mais le scandale ne s'éteignait pas. Les médias s'en délectaient, de l'hôtel à l'Outignes, l'histoire d'un amour interdit. Des manifestations sporadiques devant le château familial d'Adrien à Lyon, des pétitions en ligne pour la visibilité LGBTQ+, qui citaient notre histoire comme un symbole. Camille, forte comme toujours, avait accordé une interview à France Inter, plaidant pour la compréhension, l'amour n'est pas un crime. C'est juste. Compliqué. Sa générosité me brisait, elle méritait mieux que nos mensonges. Le conflit couvait. Adrien luttait contre ses démons, des crises d'angoisse où il se réveillait en sueur, hanté par les sermons de son père. Je ne suis pas fait pour ça, Alexis. Pour être vu comme un déviant. Ces mots me poignardaient, ravivant mes propres peurs enfouies. Et puis, il y avait la tentation de l'ancienne vie. Un soir, lors d'une soirée mondaine à laquelle il avait été convié par d'anciens collègues, il était rentré tard, l'haleine chargée de whisky et de regrets. J'ai failli craquer, tu sais. Une femme, pour redevenir normale. Je l'avais giflé, les larmes aux yeux. Sors d'ici si c'est ce que tu veux. La nuit avait été un champ de bataille. Nous nous étions hurlé nos vérités, mes jalousies refoulées, ses culpabilités paralysantes. Au petit matin, enlacés dans les draps froissés, nous avions juré de nous battre. Thérapie de couple chez un psychologue queer du quartier latin, sorti dans les Pride Bars animés, où pour la première fois, Adrien avait osé danser avec moi sous les néons arc-en-ciel. Paris nous offrait une seconde chance, avec ses ruelles complices et ses cafés où les amours naissent et meurent en silence. Pourtant, la trahison guettait. 3 mois après le scandale, Adrien avait reçu une lettre de son père, une offre de réconciliation conditionnelle. Reviens à Lyon. Oublie cette folie. Nous t'aidons à te guérir. Tenté par le pardon familial, il avait hésité, et moi, sentant le vent tourner, j'avais fouillé son téléphone. Les messages étaient là, innocents en surface, des échanges avec un ancien amant, un homme marié rencontré lors d'un voyage d'affaires à Bruxelles. Rappelle-toi nos nuits. C'était pur, sans complication. Mon monde s'était écroulé. La réaction avait été viscérale, je l'avais confronté, le téléphone en main, des larmes de rage coulant sur mes joues. Tu n'as pas changé, Adrien. Toujours à fuir, à te cacher derrière des excuses. Il avait nié d'abord, puis avoué, la voix brisée. C'était avant toi, Alexis. Avant nous. Mais le mal était fait. La confiance, ce fil ténu, s'était rompu. J'avais claqué la porte, errant dans les rues pluvieuses de Montparnasse, le cœur en miettes. Seul dans un bar à absinthe, j'avais pleuré pour tous les amours perdus, pour Camille, pour moi-même. Les semaines suivantes furent un exil intérieur. Adrien avait quitté l'appartement, s'installant dans un hôtel anonyme près de la gare de Lyon. Camille, apprenant la rechute, m'avait envoyé une carte postale de Provence, « Guéris-toi d'abord, mon ami. L'amour vrai attend. » J'avais repris le travail, noyant mes nuits dans des croquis frénétiques, des portraits d'Adrien tourmenté, des paysages de Seine couverts de brume. La communauté gay de Paris m'avait porté, des amis du café de Flore, des soirées chez des artistes queer où l'on dansait pour oublier. Le point culminant arriva un soir d'octobre, lors de la fête des vendanges au cœur du Marais. Les rues étaient en liesse, vendanges symboliques avec du vin coulant à flots et des chars arc-en-ciel. J'y étais, entouré d'amis, riant pour la première fois depuis des mois, quand Adrien avait surgi de la foule. Plus maigre, les yeux creux, mais avec une détermination nouvelle. Alexis, écoute-moi. J'ai tout perdu pour toi, et je le referai. Mais pas comme ça. J'ai commencé une thérapie seule, à Lyon. J'affronte ma famille, mes peurs. Et toi? Tu es mon phare. Ces mots m'avaient désarmé.
Nous avions marché jusqu'à Notre-Dame, sous la pluie fine d'automne, et là, sur le pont des Arts, il m'avait tendu une chaîne brisée au symbole de nos cœurs fracturés. Réparons ça ensemble. Pas en secret, pas en mensonge. En lumière. J'avais hésité, le passé hurlant en moi, mais l'amour, ce fou, avait gagné. Nous nous étions embrassés, publics et fiers, sous les regards indifférents des touristes. Le dénouement fut humain, imparfait comme la vie. Adrien et Camille s'étaient réconciliés en amis, elle repartant à zéro avec un amour naissant à l'université. Sa famille, après des mois de silence glacial, avait tendu une olive, un dîner tendu à Lyon, où les non-dits s'étaient mués en dialogues hésitants. Nous t'aimons, fiston. Même si on ne comprend pas tout. Pas de miracle, mais un pas vers l'acceptation. Nous, Alexis et Adrien, avions emménagé dans un loft près du canal Saint-Martin, un espace lumineux pour nos âmes cabossées. Les scandales s'estompaient, remplacés par des routines tendres, café partagé au lever du soleil, voyage en train vers la Côte d'Azur, où l'amour se murmurait au creux des vagues. Paris, cette grande séductrice, nous avait enseigné que l'amour vrai n'est pas un conte de fées, mais une bataille gagnée jour après jour. Et ce soir, alors que la tour Eiffel scintille au loin, Adrien me serre contre lui. Merci d'avoir déclenché le chaos, mon amour. Je ris, les yeux humides. Car dans ce désordre, nous avions trouvé la paix. Les mois suivant notre réconciliation furent un apprentissage lent, comme si Paris elle-même nous imposait une leçon de patience. Nous avions décidé de ne plus rien cacher, nos amis savaient, nos familles étaient informées par des lettres posées sur des tables de dîner, et même les médias, lassés du scandale, nous laissaient en paix. Adrien avait quitté son poste de consultant en finance pour se lancer dans une association aidant les jeunes LGBTQ+ en région lyonnaise, un choix qui le transformait jour après jour. Moi, je continuais mes illustrations pour des magazines indépendants, infusant mes traits d'une tendresse nouvelle, inspirée par ses courbes familières. Un après-midi d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les toits de Montmartre, nous avions pris le train pour Lyon. C'était un pèlerinage volontaire, pour affronter les fantômes de notre jeunesse. La maison familiale d'Adrien, une bâtisse haussmannienne aux volets verts, nous accueillit avec une raideur polie. Son père, les moustaches grisonnantes, serra ma main un peu trop fort, comme pour tester ma solidité. Alexis, Adrien nous a parlé de toi. Sa mère, dans sa cuisine imprégnée d'odeur de blanquette, posa une assiette supplémentaire sans un mot, mais ses yeux trahissaient une curiosité apaisée. Le dîner fut un ballet diplomatique, des silences coupés par des questions anodines sur le temps parisien, des anecdotes sur les vendanges passées. Puis, Adrien prit la parole, sa voix ferme pour la première fois. Père, mère, je ne suis pas là pour mendier pardon. Mais pour vous dire que je suis heureux. Alexis m'a sauvé de moi-même. Les mots planèrent, lourds, et son père, après un long silence, hocha la tête. L'amour est un mystère, fiston. Tant qu'il te rend meilleur. Pas d'étreinte larmoyante, mais un début. Camille nous rejoignit pour un café le lendemain, rayonnante avec son nouveau compagnon, un professeur d'histoire aux lunettes rondes. À la santé des cœurs brisés qui se recollent, trinquait-elle, et nous rîmes, enfin libres. De retour à Paris, notre vie prit un rythme envoûtant. Les matins commençaient par des croissants tièdes du boulanger du coin, partagés sur notre balcon étroit, avec vue sur le canal où des péniches paresseuses glissaient comme des rêves. Adrien, avec son énergie nouvelle, m'entraînait dans des escapades, une virée à vélo le long de la Marne, où nous pique-niquions sous les saules pleureurs, ou des nuits au théâtre du Châtelet, main dans la main, à applaudir des opéras qui chantaient nos tourments passés. L'amour physique, jadis teinté de culpabilité, devint une célébration, des corps enlacés dans la lumière tamisée de nos lampes, des murmures en français ancien, appris pour l'occasion, qui nous faisaient rire aux éclats. Mais les ombres persistaient. Adrien avait des rechutes, des nuits où il se réveillait, le front perlé de sueur, hanté par des souvenirs de thérapie coercitive. Il disait que j'étais possédé, Alexis. Que ton amour était un démon. Je le serrais alors contre moi, lui racontant mes propres batailles cette première fois maladroite dans un club de la rue des Archives, la peur viscérale du rejet familial. Ensemble, nous affrontions ces démons lors de nos séances chez le thérapeute, un homme sage aux origines maghrébines qui nous apprenait la vulnérabilité comme une force. Le printemps 2026 apporta un nouveau conflit, plus insidieux. Adrien fut approché par un producteur pour un documentaire sur les amours cachés de la bourgeoisie française. L'idée le tentait, une chance de transformer notre scandale en témoignage inspirant. Mais moi, je sentais le piège.
Et si c'était juste pour ton nom, pour du sensationnalisme, arguai-je lors d'un dîner aux petits zincs. Il balaya mes craintes d'un geste. C'est notre histoire, Alexis. À nous de la raconter. Les disputes s'envenimèrent, moi, protecteur jusqu'à la paranoïa, lui, avide de rédemption publique. Le clash culmina lors d'une projection test à la Cinémathèque française. Les images défilaient, reconstitution de notre baiser volé, interview larmoyante de Camille et je vis Adrien rayonner sous les projecteurs, tandis que je me sentais exposé, nu. C'est trop, Adrien. Tu nous vends pour une caresse médiatique, hurlai-je en sortant, la pluie martelant les pavés de la rue de Rivoli. Il me rattrapa sous un Porsche, les yeux flamboyants. Et toi, tu préfères te cacher éternellement? J'ai risqué tout pour nous, et tu doutes? Les passants nous regardaient, curieux, et pour la première fois, je compris, notre amour n'était plus secret, mais public, vulnérable au jugement du monde. Nous nous réconciliâmes lors d'une retraite improvisée à Giverny, chez Monet. Les nénuphars du jardin nous apaisèrent, et sous un ciel étoilé, Adrien avoua, j'ai peur de te perdre à cause de ça. Mais je veux que notre histoire ait d'autres comme moi. Je cédai, et le documentaire sortit, modéré par nos soins, pas de voyeurisme, mais une ode à la résilience queer. Les critiques furent mitigées au touchant mes clichés, titre à Télérama mais les lettres affluaient, des jeunes de province, reconnaissants, qui osaient enfin sortir du placard. L'été nous trouva plus forts, voyageant en Provence pour un mariage amical ou ironie du sort, celui d'un couple gay uni depuis 20 ans. Là, au milieu des lavandes violettes et des champs occitans, Adrien me demanda en mariage, à genoux dans un champ, un anneau simple en argent gravé et libre ensemble. Alexis, veux-tu m'épouser? Pas pour plaire au monde, mais pour nous. Les larmes brouillèrent ma vue, j'acceptai, et nos amis applaudirent, un cercle d'amour pur. Pourtant, la vie n'était pas un roman rose. Des tensions surgissaient, mes doutes sur son engagement total, ses frustrations face à mon indépendance farouche. Mais chaque crise nous soudait davantage, apprenant la communication comme un art français nuancé, passionné, sans excès. À l'automne, Camille nous invita à son propre remariage, discret, dans une chapelle de la Drôme. Elle épousait son professeur, et nous fûmes témoins, riant des coïncidences du destin. Qui l'eût cru, murmura-t-elle en signant les registres. Adrien et moi échangeâmes un regard complice, le scandale avait semé la douleur, mais récolté la guérison. Aujourd'hui, alors que l'hiver pointe son nez, nous préparons notre union, une cérémonie laïque au bord de la Seine, entourée de ceux qui nous ont portés. Paris, avec ses lumières éternelles, nous berce. L'amour, ai-je appris, n'est pas un secret à garder, mais une lumière à partager, même si elle brûle parfois. L'approche de notre mariage transforma notre quotidien en un tourbillon joyeux, teinté d'une anxiété sous-jacente. Adrien, avec son enthousiasme contagieux, s'occupait des détails, invitations calligraphiées sur papier verger, un traiteur provençal pour les agapes, et une playlist mêlant brassens à des DJ queer contemporains. Moi, plus pragmatique, gérais les aspects légaux le Pax d'abord, pour sécuriser notre avenir, puis la fête symbolique. Pas de chichi bourgeois, insistai-je, et il rit, m'embrassant le front. Juste nous, et l'amour. Mais les préparatifs ravivèrent des fantômes. Lors d'un essayage de costume chez un tailleur du faubourg Saint-Honoré, Adrien pâlit devant le miroir. J'ai l'impression de me revoir à Fontainebleau. Et si je te faisais du mal, encore? Sa voix tremblait, et je le serrai contre moi dans la cabine exiguë, ignorant les regards discrets du maître tailleur. Nous avons grandi, mon amour. Ce costume est pour célébrer, pas pour masquer. Ces moments de vulnérabilité nous rapprochaient, transformant la peur en intimité profonde. La famille d'Adrien accepta l'invitation avec une réserve élégante. Son père envoya un chèque généreux pour les frais, accompagné d'une note laconique, « Félicitations. Soyez heureux ». Sa mère, plus émotive, nous offrit un service en porcelaine de Limoges, hérité de sa grand-mère. Pour vos dîners à deux. L'amour se nourrit aussi de beauté. Camille, désormais une sœur d'armes, proposa d'être notre témoin, et son compagnon, avec son humour peint sans rire, organisa un enterrement de vie de garçon à Deauville, plage, huîtres, et confidences sous les étoiles normandes. La veille de la cérémonie, une tempête éclata sur Paris aux pluies torrentielles, vent hurlant, comme si le ciel testait notre résolution. Nous nous réfugiâmes dans un café du quartier latin, abrité par des vitres embuées, à siroter des chocolats chauds. Et si demain pleut, plaisanta Adrien. Je haussai les épaules.
L'amour n'a pas besoin de soleil éternel. Mais intérieurement, je paniquais, et si le passé ressurgissait, si un ragot ravivait le scandale? La nuit, enlacés, nous parlâmes de nos peurs les plus intimes, ma crainte d'être le second choix, sa hantise de ne pas mériter le bonheur. Le jour Gidaona clair, miraculeux. Le quai de la Seine, près du Pont-Neuf, était paré de guirlandes florales et de lanternes chinoises. Une cinquantaine d'invités ou amis parisiens excentriques, cousins lyonnais curieux, activistes queer solidaires formaient un cercle multicolore. Camille, en robe fluide ivoire, lut un poème de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Adrien et moi, en smoking taillé sur mesure, échangeâmes des vœux écrits à la main. Alexis, tu as brisé mes chaînes. Je te promets fidélité, rire, et ces regards volés qui nous définissent. Les miens furent plus crus, Adrien, tu m'as appris que l'amour est un combat. Je t'aime, avec tes ombres et tes lumières. Les applaudissements fusèrent, suivis d'un banquet sur une péniche amarrée, caviar de Gironde, fromages affinés, et un gâteau à étages décoré d'arc-en-ciel subtil. La danse s'anima au son d'un accordéoniste tzigane, et Adrien me fit valser, nos corps synchrones comme dans un film de Jacques Demy. La nuit tomba, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau noire, et nous nous éclipsâmes pour un moment seul, un baiser sur le pont, avec la cathédrale en toile de fond. Marié, enfin, murmura-t-il. Libre. La lune de miel nous mena en Toscane, un clin d'œil à nos racines latines. À Florence, nous arpentâmes les galeries Uffizi, main dans la main, admirant les toiles de Botticelli où l'amour païen triomphait. À Sienne, lors d'une course de chevaux contrada, nous parions sur le buffle rouge, riant comme des gosses. Les nuits dans des agriturismes isolés étaient des symphonies de sensualité, peau contre peau sous des plafonds voûtés, vins robustes qui déliaient les langues. Je ne regrette rien, confia Adrien un soir, sa tête sur mon torse. Même le scandale. Il nous a forgés. De retour à Paris, la routine reprit, enrichie. Adrien lança son association avec succès, des ateliers à Lyon pour ados en questionnement, financés par des dons post-documentaires. Moi, je signais un contrat pour illustrer un roman gai contemporain, mais très imprégné de notre histoire. Mais le vrai test vint 6 mois plus tard, la naissance du premier enfant de Camille. Nous fûmes parrains, et lors du baptême civil dans un jardin public, tenant le bébé potelé, Adrien murmura « Et si un jour ?» Nous. L'idée d'adoption plana, excitante et terrifiante. Le conflit surgit de manière inattendue. Adrien fut invité à un gala à Genève par une ONG internationale, et là, un ancien collègue, cet homme de Bruxelles des messages fatidiques, le reconnut. Une confrontation privée, des excuses larmoyantes, mais le doute s'insinua. Rentré plus tôt que prévu, il me trouva en pleine crise, un client homophobe avait annulé un projet, invoquant l'image sulfureuse due au scandale. C'est ma faute, tout ça, sanglota-t-il. Je le réconfortai, mais la graine de la discorde germa. Les semaines furent tendues, reproches voilés, silence lourd. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, Adrien but trop et lâcha, Alexis me voit encore comme le traître du mariage. Le scandale ressurgit en conversation, et je explosai, parce que tu l'as été. Et moi, j'ai pardonné, mais ça laisse des marques. Les amis s'éclipsèrent, et nous nous affrontâmes dans la rue, sous les réverbères humides. Je t'aime, bon sang. Pourquoi doutes-tu toujours, cria-t-il. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Il faut la confiance, répliquai-je, la voix brisée. La rupture plana cette nuit-là, mais l'aube apporta la sagesse. Nous consultâmes notre thérapeute, qui nous guida vers un atelier de couple en Bretagne, falaise battue par les vents, méditation face à l'océan. Là, nous reconnûmes nos blessures, ma peur de l'abandon, héritée d'une enfance solitaire, sa culpabilité, ancrée dans un catholicisme rigide. L'amour est un verger, nous dit le facilitateur. Il faut tailler pour qu'il fructifie. Nous revînmes changés, plus attentifs, plus tendres. Aujourd'hui, 1 an après notre mariage, nous adoptons un enfant, un garçon de 5 ans, orphelin de la banlieue, aux yeux curieux comme les miens. Paris nous accueille comme une famille, avec ses parcs verdoyants et ses marchés animés. Le scandale n'est plus qu'une anecdote, un chapitre clos dans notre roman. Adrien me serre la main lors de nos promenades, seul gai au mariage. Et pourtant, nous avons gagné le monde. Je souris, le cœur plein. Car l'amour, en fin de compte, est la plus belle trahison au destin. L'adoption de Léo transforma nos vies en une symphonie chaotique et exquise. À 6 ans,
Ce petit bout d'homme aux boucles brunes et au rire contagieux débarqua dans notre loft avec une valise de jouets usés et un regard méfiant qui fondit vite sous les câlins d'Adrien. « Papa Alex, raconte-moi Paris », exigeait-il chaque soir, blotti dans son lit à étages que nous avions assemblés à la sueur de nos fronts. Moi, l'artiste rêveur, je lui dessinais des contes personnalisés, un loup gai qui épouse un renard sous les lumières de la tour Eiffel. Adrien, le pragmatique, gérait les horaires d'école et les crises de colère, sa patience infinie puisée dans nos épreuves passées. Les premiers mois furent un apprentissage mutuel. Léo arrivait d'un foyer d'accueil en banlieue, marqué par des allers-retours familiaux instables. Les nuits, il se réveillait en pleurs, appelant une mère fantôme. Adrien et moi alternions les veilles, nos corps épuisés mais nos cœurs gonflés. « C'est comme nous au début », murmurait Adrien en me passant le relais. Peur de l'abandon, mais prêt à aimer. Camille devint la tata par excellence, apportant des gâteaux maison et des histoires d'école. Sa famille à elle, désormais élargie, nous intégra sans heurts, des barbecues en Drôme où Léo courait avec ses cousins, apprenant que l'amour n'a pas de forme unique. Professionnellement, l'équilibre se fit. Mon roman illustré devint un best-seller modeste dans les cercles queer, traduit en anglais pour un public américain friand de récits français romantiques. Adrien étendit son association à Paris, organisant des conférences où d'anciens comme lui témoignaient. Lors d'une de ses soirées au centre Pompidou, un jeune de 17 ans s'approcha de nous, « Votre histoire m'a donné le courage de parler à mes parents. » Adrien, ému, serra sa main, moi, je sentis le poids de notre scandale se muer en legs positif. Mais la vie, cruelle joueuse, réservait un nouveau tour. Le père d'Adrien, après des mois de correspondance sporadique, annonça une visite à un pont pour rencontrer Léo. L'idée effraya Adrien. Et s'il le rejette? S'il voit en lui le péché que j'étais? Je le calmai, organisant un déjeuner neutre au Louvre Café, entouré d'œuvres intemporelles. Le vieil homme arriva, canne en main, costume impeccable. Léo, curieux, lui offrit un dessin maladroit d'un pont. « C'est pour toi, papy. » Le mot fit fondre la glace. Ils parlèrent de Lyon, de foot, et pour la première fois, le père posa une main sur l'épaule d'Adrien, « Tu fais du bon travail, fiston. » Ce petit. Il a de la chance. Pas de miracle complet, mais un pas vers la réconciliation. L'été nous offrit une pause bienvenue, un road trip en van le long de la côte atlantique. De Biarritz à Arcachon, nous campions sur des dunes blondes, Léo construisant des châteaux de sable tandis que nous nous baignions nus au crépuscule, riant comme des amants novices. Une nuit, autour d'un feu de camp, Adrien confia, sans ce mariage raté, « Pas de toi, pas de lui. » Le scandale était une bénédiction déguisée. Je l'embrassai, les vagues applaudissant. À l'automne, un conflit inattendu surgit avec Camille. Son couple battait de l'aile, le professeur, absorbé par sa carrière, négligeait leur intimité. Elle débarqua chez nous en larmes, Léo endormi sur ses genoux. Je me sens vide, comme après Fontainebleau. Nous l'écoutâmes des heures, Adrien offrant des conseils tirés de nos thérapies. Mais la jalousie pointa, « Pourquoi elle a droit à un happy end si vite ?» me plaignis-je plus tard. Adrien rit doucement. Le sien est en construction, comme le nôtre. Patience, mon artiste. La crise de Camille culmina en séparation amicale, et elle s'installa temporairement chez nous, transformant notre loft en un nid familial élargi. Léo adorait tata Camille, et ses soirées contes devinrent des rituels à trois adultes, où nous partagions nos vulnérabilités. Camille guérit, trouvant un amour inattendu dans une collègue professeure ou une lesbienne discrète aux cheveux courts. Son coming out, lors d'un dîner chez nous, fut un écho émouvant de nos propres révélations. À l'amour qui nous surprend, trinquâmes-nous, verre de Sancerre en main. Noël arriva enneigé, un conte de fées urbains. Nous fîmes le voyage à Lyon, Léo émerveillé par les lumières de la fête des Lumières. La maison familiale, jadis froide, débordait de guirlandes et de rires. Le père d'Adrien tailla un jouet en bois pour Léo, sa mère prépara une bûche au marron. Autour de la table, toast à la santé, et pour la première fois, une photo de groupe, nous tous, unis dans l'imparfait. Pourtant, l'hiver apporta une épreuve personnelle. Lors d'un contrôle médical de routine, Adrien apprit son diagnostic, une anxiété chronique, aggravée par le stress passé, nécessitant des médicaments à long terme. Je me sens faible, Alexis. Comme si je ne méritais pas ce bonheur. Ces crises revinrent, plus intenses, et je jonglais entre son soutien et les besoins de Léo, épuisé mais déterminé. Une nuit, alors qu'il pleurait dans mes bras, je lui rappelai, la force n'est pas l'absence de peur,
mais la main tendue dans la tempête. Nous adaptâmes, yoga matinal en famille, promenade thérapeutique dans le bois de Boulogne. Le printemps 2027 nous vit renaître. L'association d'Adrien lança un podcast, Amour libéré, où des voix anonymes partageaient des histoires comme la nôtre. Léo, fier, dessina le logo, 2 cœurs entrelacés sous une tour Eiffel. Camille, heureuse dans son nouveau couple, organisa une expo de mes illustrations à Lyon, où le scandale fut évoqué comme un prologue poétique. Aujourd'hui, assis sur notre balcon, Léo dormant à l'intérieur, Adrien et moi regardons le soleil se coucher sur le canal. Seul gai au mariage. Et maintenant, une famille entière, soupire-t-il. Je presse sa main. L'amour, ai-je compris, est un scandale quotidien, beau, chaotique, éternel. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Seine, fluides et imprévisibles, emportant nos joies et nos chagrins dans un courant bienveillant. Léo grandit, passant de l'enfant timide à un garçon de 10 ans vif, passionné de foot et de bande dessinée. Il appelait Adrien papa à ou pour le taquiner, et moi au papa Alex avec une tendresse qui me désarmait. Notre loft s'était agrandi un étage supplémentaire pour son atelier d'art et les chambres d'amis, mais l'essence restait la même, un havre de rire, de disputes résolues et d'amours assumés. Adrien prospéra dans son militantisme. Son podcast devint une référence, invitant des figures comme des acteurs Open League ou des politiques progressistes. Lors d'un épisode spécial sur les mariages ratés qui sauvent, il raconta notre histoire avec une honnêteté brute, évitant les détails sordides pour se concentrer sur la résilience. Les auditeurs affluaient, des milliers de messages, dont un d'un adolescent lyonnais qui, inspiré, fit son coming out familial sans drame. « Tu as changé ma vie », écrivit-il. Adrien, ému, pleura ce soir-là, et nous fîmes l'amour avec une gratitude renouvelée. Ma carrière artistique fleurit aussi. Une galerie du Marais exposa mes séries « Amour interdit », inspirées de notre saga, toile où des silhouettes embrassées se fondent dans des paysages parisiens brumeux. Camille, désormais directrice d'école, curata l'expo, et son regard fier lors du vernissage valait tous les prix. Tu as transformé la douleur en beauté, Alexis. Comme nous toutes. Son couple, solide, nous visitait souvent, leurs 2 filles adoptives jouant avec Léo en une joyeuse tribu queer. Les liens familiaux se solidifièrent. Le père d'Adrien, adouci par l'âge, devint un grand-père gâteau, envoyant des colis de saucissons et de livres d'histoire. Lors d'un Noël à Lyon, il nous surprit en nous offrant un portrait de famille commandé à un artiste local, nous 4, souriant sous un saule pleureur. Pour que Léo se souvienne, grognatait-il, ému. Sa mère, plus expressive, tricotait des écharpes arc-en-ciel, un clin d'œil espiègle à notre modernité. Mais la vie n'épargna pas ses épreuves. À 40 ans, Adrien subit un burn-out, l'association grandissait, les responsabilités pesaient, et ses médicaments ne suffisaient plus. Il s'effondra lors d'une conférence, micro en main, et je le ramassai, brisé, dans les coulisses. Je ne suis pas assez fort pour tout ça, confia-t-il à l'hôpital, où un repos forcé s'imposa. Léo, sentant la tourmente, se blottit contre lui, « Papa, tu es mon héros, même fatigué. » Ces mots simples le soignèrent plus que les pilules. Je pris le relais, gérant l'association temporairement, apprenant la logistique avec une passion nouvelle. Camille nous épaula, et ensemble, nous réorganisâmes, délégation, pause sabbatique. Adrien revint transformé, plus sage, focalisé sur l'essentiel, nous, Léo, l'amour quotidien. Le scandale m'a appris l'humilité, dit-il un soir, lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Sans lui, je serais encore en cage. Un nouveau chapitre s'ouvrit avec l'adolescence de Léo. À 12 ans, il posa ses premières questions sur son adoption, pourquoi pas de maman? Nous répondîmes avec vérité, adapté à son âge, l'amour choisit ses formes, et la nôtre était belle ainsi. Puis, à 14, il avoua un béguin pour un camarade de classe. C'est normal, fiston, encouragea Adrien, partageant ses propres doutes adolescents. Moi, je dessinais pour lui un album privé, Le garçon aux 2 papas, où un héros queer triomphait des moqueries. Léo sortit du placard à 16 ans, fier, lors d'une pride familiale que nous organisâmes dans notre quartier. Camille, de son côté, affronta un cancer précoce, une ombre qui nous unit plus. Nous fûmes à son chevet, Léo lisant des poèmes, Adrien coordonnant les soins. Elle guérit, plus forte, et lors de sa rémission, nous fîmes un pèlerinage à Fontainebleau, le château du scandale. Ici, tout a commencé, rit-elle en posant une pierre commémorative au pied d'un rosier. Et regardez-nous, vivants, aimants. À 50 ans,
Adrien et moi célébrâmes nos noces d'étain par un renouvellement de vœux sur une péniche, avec Léo désormais adulte, étudiant en art comme moi. La famille au complet aux parents, Camille et sa compagne, neveux et nièces leva les verres. À l'amour qui défie les secrets, trinquâmes-nous. Le scandale, évoqué en rire, n'était plus qu'un prologue lointain. Aujourd'hui, retraités précoces dans une maison en Normandie, avec vue sur la mer, nous écrivons nos mémoires. Léo, marié à son tour à un musicien berlinois, nous rend visite avec leurs enfants. Adrien, grisonnant mais espiègle, me serre la main, seul gai au mariage. Et pourtant, une vie pleine. Je l'embrasse, le cœur serein. Car dans ce monde impitoyable, notre amour reste le plus beau scandale, humain, éternel, victorieux.